Maintenant que les chirurgiens ont agi, je vais pouvoir vous présenter un petit peu des choses sur le Covid-19. On en a peut-être un petit peu marre d'entendre. Enfin, moi, je m'en suis pas lassé. Je trouve toujours ça relativement passionnant, je ne dirais pas, mais en tout cas, c'est toujours source de beaucoup de réflexion et d'informations au quotidien. C'est pas tout film, je crois que c'est la série. Donc, le plan de l'exposé, je vais vous parler un petit peu quand même ce que c'est qu'un coronavirus, les origines de la pandémie, faire un bref rappel de la ligne du temps, de ce qui nous est arrivé, et voir comment on a cheminé au fur de ces un peu plus de 2 ans maintenant. Je vais quand même vous parler un peu des apports de la sérologie, c'est un peu mon dada, mais voir à quoi ça sert de faire des sérologies à des patients. On n'en a pas beaucoup fait, mais maintenant on va être amené à le refaire et on en a un peu besoin. Vous parlez des variants, puisque c'est ça qui fait notre quotidien. Quelques mots sur la prévention et le traitement. Et le truc le plus important, finalement, c'est sur les risques de transmission à part les greffons. Ça, c'est vraiment la chose qui sera la plus up-to-date aujourd'hui. Donc, juste pour vous rappeler la bête dont on parle ici, donc sa structure, juste 2 choses qu'il faut retenir sur la structure du coronavirus, c'est qui sont d'intérêt, il y a plein de choses à savoir, c'est que d'une part, la protéine spike dont on nous parle régulièrement, c'est celle qui interagit avec les récepteurs ici sur la cellule de la cellule hôte par un récepteur spécifique qui est le récepteur LAC2, peu importe, et qu'on a une autre protéine dont on va parler assez bien tout à l'heure, que je vais évoquer plus tard, donc j'essaie de retenir, c'est la période de nucléocapside qui se trouve à l'intérieur du virus, peu importe sa fonction, mais elle a une importance pratique pour comprendre à quoi elle sert. Donc ce virus, c'est un virus ARN, on a sa structure ici en dessous, et vous remarquez que la protéine spike, qui est finalement celle dont on va le plus parler, puisque c'est elle qui est ciblée, qui sert d'interaction, c'est elle qui est ciblée par les vaccins, par certains traitements, elle représente une minorité de la taille du virus. Alors les coronavirus, il y en a déjà eu avant le Covid, hein, il y a quelques-uns qui étaient responsables de rhume assez banal. Et puis il y a eu une première épidémie en 2002-2004 qui était surtout en Asie du Sud-Est avec 8000 cas qui ont été décrits. À l'époque, la mortalité était 11%. Et la bonne nouvelle, c'est que cette épidémie-là, elle s'est éteinte toute seule. Il y en a eu un deuxième qui était relativement agressif, qu'on a entendu un peu moins parler, c'était l'histoire de chameau, là c'était plutôt dans le désert, c'était le MERS, qui lui c'était allé en 2012-2020, c'était des cas un peu anecdotiques, mais enfin, encore une fois, une mortalité par contre qui n'était pas anecdotique du tout, parce que la mortalité atteignait 33%. Donc voilà, finalement, si jamais on avait eu des virus aussi virulents et aussi contagieux que le Covid, l'histoire aurait été différente et encore bien pire. Donc on peut s'estimer heureux. Un document exclusif que vous avez peut-être jamais vu, ça c'est la réelle façon dont s'est passée la contamination, ou alors l'autre théorie moins paranoïaque ou plus réaliste, je ne sais pas, parce que les deux sont possibles finalement. Parce que là à gauche, on était dans un laboratoire de haute sécurité à Wuhan, il y en a bel et bien un, il a été visité par les inspecteurs quelques mois plus tard pour voir ce qui s'est passé, mais il n'y avait plus rien, donc on n'a jamais eu vraiment de rapport très clair, donc on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé là-bas, mais peut-être qu'il y a bel et bien eu une contamination. Sinon, c'est la théorie de la chauve-souris et du pangolin, ça repose sur le fait qu'il y a une grande analogie finalement entre des virus qui circulent chez ces animaux et les virus humains. Et c'est ce qui est représenté sur le bas de la diapositive. En fait, sur cette diapositive, on retrouve le génome que je vous ai montré tout à l'heure et l'homologie de structure qu'il y a entre le Covid-19 humain et les trucs animaux. Et il y a aussi, c'est la partie bleue ici, ça c'était le virus du SARS-CoV-1, SARS-CoV à l'époque qui est devenu 1. Donc on voit quand même qu'il y avait des différences non négligeables entre deux virus humains qui sont à 20 ans d'intervalle, il y a quand même des différences significatives. Et là où les différences sont les plus importantes, c'est chaque fois dans la protéine S. Pourquoi ? Parce que c'est toutes ces mutations-là qui engendrent l'affinité avec laquelle le virus peut adhérer à son récepteur. Et c'est donc pour lui en tout cas, peut-être pas pour nous, grâce à ces mutations que le virus acquiert donc une plus grande affinité pour le récepteur et devient plus contagieux. Alors, on peut voir ça avec le verre à moitié vide, à moitié plein. Moi, je trouve quand même que quand on regarde cette diapositive, je trouve ça, moi, personnellement, extraordinaire de voir qu'en si peu de temps, l'humanité a été capable de faire autant de choses. Scientifiquement parlant, moi, vous m'auriez demandé ça il y a 3 ou 4 ans, voilà, moi, je vous dis, c'est juste pas possible, parce que sur l'espace de quelques mois, on avait complètement séquencé le génome, on avait réussi à produire de prendre des sondes capables de faire des PCR, capables pour faire un diagnostic. Quelques semaines, quelques mois plus tard, on était capable de produire, on avait isolé des protéines, produit ces protéines, fait des anticorps monoclonaux contre ces protéines qui permettaient de faire des tests, justement, sérologiques dont je vais vous parler. Et en moins d'1 an, on avait déjà un vaccin qui était disponible et qui pouvait être testé. Bon, voilà, on
peut voir ça du côté paranoïaque. Moi, je vois plutôt ça du côté formidable. Je pense que l'humanité a fait de beaux progrès de ce côté-là, même s'il y a eu beaucoup de cafouillages dans la gestion du Covid. Ça, c'est pas des cafouillages. Donc, comment est-ce que ça nous a affecté, nous? Ça, je ne sais pas si vous regardiez ça comme la météo. Moi, je regardais régulièrement ces graphiques. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait. Donc, on a été les retélécharger tout à l'heure pour voir un peu quoi. Donc là, on voit toutes les différentes vagues vues par l'angle, d'une part, des admissions dans les hôpitaux, puis par les admissions aux soins intensifs, qui nous concernent au premier chef à plusieurs points, parce que c'est là que vont les donneurs, c'est là que vont les receveurs, et l'engorgement du système, comme on l'évoquera tout à l'heure, était responsable du fait qu'il y a eu une baisse d'activité qu'Olivier a déjà évoquée. Et l'évolution du nombre de décès, c'est l'autre chose un peu optimiste qu'on peut voir maintenant, parce que vous voyez que si on n'est pas encore sorti de l'auberge, on a encore des Covid tous les jours, on voit des patients qui arrivent à l'hôpital régulièrement pour ça, la mortalité, elle ne fait que baisser. Et l'engorgement des soins intensifs, ce n'est plus vraiment une réalité, même si, forcément, malheureusement, il reste quelques patients qui doivent y séjourner. Alors, simplement pour vous rappeler la première vague, on a essayé de comprendre, d'appréhender cette maladie, et notamment dans le domaine, comme je suis néphrologue, on regarde ça par l'angle des receveurs du côté insuffisance rénale. Donc ça, c'est une étude qui avait été publiée très tôt par nos collègues flamands, qui ont un beau registre, qui ont pu voir ici, en gris, vous avez finalement la cinétique d'apparition de la première vague de cas en Belgique, et en rouge, vous avez chez les patients transplantés du rein, et en bleu, les patients en dialyse. Donc vous voyez que les patients dialysés, ils ont été très fort concernés par le Covid au départ. Pourquoi? Parce que, voilà, voyage 3 fois par semaine, confinement en dialyse, c'est vraiment pas évident, hein, vous n'êtes jamais bien distant, mais à partir du moment où on a commencé à appréhender la maladie, la comprendre et prendre des mesures d'isolement efficaces, on voit quand même que ça a plafonné plus vite que dans la population générale. Donc probablement quand même que les leçons étaient apprises plus rapidement en dialyse. Alors, ce qui est intéressant à voir sur cette diapositive aussi, c'est la différence de mortalité. Encore une fois, le patient immunodéprimé, on s'imagine qu'il va payer un lourd tribut, et ça a été le cas, hein, je ne veux pas dire que ça n'a pas été le cas, mais enfin plus lourd que peut-être le patient insuffisant rénal en dialyse. Bon, ce n'est pas ce que disaient ces chiffres, mais il faut les interpréter avec prudence. Enfin, on a quand même l'impression que la mortalité, ici dans cette étude, chez les patients transplantés, n'était que de quelques pourcents, mais bon, c'était des chiffres très précoces, et il y en a eu d'autres après qui étaient plus alarmants. On a essayé, nous, à la Société belge de transplantation, notamment avec Martin Wissing, de stimuler nos collègues pour faire un registre en temps réel, auquel Marie-Hélène a beaucoup participé. Elle était très motivée. Grâce à elle, on a enregistré beaucoup de patients. Enfin, je pense qu'on n'a pas loupé beaucoup de patients, peut-être même pas du tout au sein de la cohorte des patients qu'on suit au CHU. Et on voit finalement, à gauche, vous avez finalement la dynamique, parce que, en valeur absolue, par contre, on n'avait pas un échantillonnage complet, parce que toutes les équipes n'ont pas participé avec la même volonté, mais on voit quand même que la dynamique de nombre de patients transplantés qui s'infectaient est tout à fait la même que celle de la population générale. Voilà, donc il n'y a pas de grosse différence. Ce qui nous a permis de savoir aussi, c'est que notre mortalité, et là ces chiffres-là sont déjà un peu plus alarmants, était de l'ordre de 16% à 3 mois. Donc ça, c'est première vague, hein, première, deuxième vague. Et que, quelque chose que tout le monde savait déjà, mais on a quand même reconfirmé ici, c'est que plus vous êtes âgé, plus vous avez de risques de décéder du Covid, a fortiori si vous êtes immunodéprimé et transplanté d'un organe solide. Donc on voit ici que la mortalité est surtout présente chez les patients au-delà de 70 ans dans le tertile supérieur. Alors, cette diapositive, vous l'avez déjà, Olivier l'a un petit peu montré, je l'ai un peu agrémenté quand même. Ça reprend de nouveau les conséquences du Covid sur l'activité de prélèvement. Forcément, à partir du moment où vos services de soins intensifs sont engorgés avec des patients Covid-19 positifs, jusqu'à 1500 cas dans tous les lits de soins intensifs lors de la deuxième vague, qu'on fait du lockdown, j'ai repris ici les différentes périodes de lockdown, enfin de confinement plus ou moins imposées, forcément l'activité chute. Vous avez ici l'activité moyenne journalière en 2019, c'était 26 cas par mois, c'est pas journal, c'est mensuel, pardon. Donc on prélève environ 26 donneurs par mois en Belgique, et on voit ici qu'il y a eu forcément en 2020 et 2021 beaucoup de creux de la vague. On voit aussi que quand on n'a plus le lockdown, même si on a encore des petits pics, on a appris à apprivoiser la maladie, et qu'on commence quand même à avoir une activité qui chute moins lorsqu'il y a encore, lors de la 4e vague, si on peut encore appeler ça une vague. L'impact indirect aussi, c'est que le nombre de patients sur liste a augmenté, parce que les patients n'ont pas arrêté d'avoir des insuffisances rénales ou d'autres organes terminaux parce qu'il y avait le Covid, malheureusement, mais par contre, on les a moins transplantés. Et donc, il y a eu une augmentation de la liste d'attente d'environ 10%, 11% pour les reins, de 8% pour les foies. Les cœurs, c'était plus 9%, et le seul
organes pour lesquels il y a eu une diminution substantielle, c'était les poumons, sans qu'elle ne soit parfaitement expliquée. Je pense que M. Van Randong, chaque fois qu'il recommande ça, a des hypothèses, mais ce n'est pas très clair de savoir la vraie raison pour laquelle l'activité pulmonaire, sans doute aussi parce que l'activité de greffe pulmonaire a continué peut-être un peu plus que d'autres, au moment où c'était pourtant le plus dangereux. Alors, le fameux apport de la sérologie, bon, je reviens encore une fois avec ma protéine spike et ma protéine et la protéine nucléocapside. Pourquoi? Parce que ce sont deux protéines immunogènes pour lesquelles on a des sérologies qui sont disponibles et pour lesquelles on peut prescrire une sérologie. Alors, au départ, dans les laboratoires, ils ne distinguaient pas nécessairement les deux, ce qui ne rendait pas les choses simples parce qu'on ne se pose pas la même question. La protéine spike, donc, c'est celle qui est visée par les vaccins. Autrement dit, un patient qui est vacciné aura des anticorps anti-S positifs. Un patient qui a fait le Covid aura des anti-S positifs et le taux d'anticorps anti-S est plus ou moins corrélé avec les anticorps neutralisants. Les anticorps neutralisants, c'est ceux qui protègent vraiment et c'est ceux qui sont en pointillés ici en dessous. Donc on voit que les anticorps anti-S2, qui sont ceux qui sont vraiment les plus spécifiques dans la région qui se fixe justement au récepteur, apparaissent un peu plus tardivement que les anti-N et sont mieux corrélés avec la protection. Mais les anti-N, leur avantage, c'est qu'ils restent interprétable même si le patient est vacciné, donc ça prouvera que le patient vient de faire le Covid, et on va voir dans la dernière diapositive à quoi ça sert de savoir que le patient vient de faire le Covid, et ça permettra également de faire la part entre ce qui revient à la vaccination ou à une infection naturelle. Bon, juste pour la petite histoire, on s'est amusé, nous va faire amuser entre guillemets, mais on a fait pas mal de sérologie chez des patients première, deuxième vague, chez tous les patients qu'on voyait, on leur faisait une sérologie pour voir quel était leur statut, et ça nous a permis de voir qu'il y avait un certain nombre d'infections qui passaient tout à fait sous les radars. Tout ce qui apparaît en rouge ici, ce sont des patients qui ont été diagnostiqués sur base d'une sérologie sans qu'on ait pu confirmer par PCR, simplement parfois avec l'histoire clinique, parfois ils étaient parfaitement asymptomatiques. Donc on voit qu'il y a une partie non visible de l'iceberg qui explique aussi que quand on fait ça, on a le vrai dénominateur. Je crois qu'on a approché la vraie incidence du Covid dans notre population qui, à ce moment-là, était de l'ordre de 20% quand même après la deuxième vague. Et ça permet aussi, d'un autre côté, de voir que la mortalité n'est peut-être pas aussi qu'on pense. Parce que si je prenais comme dénominateur le nombre de patients chez qui on a diagnostiqué sur base de symptômes, qui sont admis à l'hôpital, qui sont malades, forcément, dans ces patients-là, que vous regroupez, vous centrez des patients qui vont peut-être décéder plus. Donc nous, on avait une mortalité de l'ordre de 9%, ce que je trouvais utile à donner comme message un peu optimiste aux patients. Alors, les fameux variants dont on nous bassine assez bien les oreilles pour le moment, comme je dis, c'est un virus qui mute en permanence. Le coronavirus en général et le Covid en particulier mutent en permanence. Et vous voyez ici représenté, très sensible cette souris, sur la partie ici au-dessus de la diapositive, tous les différents variants qu'on a arrêté d'appeler par leur pays d'origine pour des raisons plutôt diplomatiques qu'autres, mais en pratique, donc, ces variants sont assez nombreux, et ce qui nous occupe pour le moment, c'est le variant Omicron qui est apparu il y a plus ou moins un an maintenant, et qui n'arrête pas d'évoluer lui-même. Donc on en est maintenant au BA4, BA5, qui sont les virus, qui est le virus qui circule le plus en Belgique pour le moment. Mais il y en a d'autres qui arrivent, et il y en aura certainement encore beaucoup d'autres qui vont venir. Pour vous illustrer simplement, la première mutation qui a été décrite concernant justement la virulence du Covid, enfin pas sa virulence, sa contagiosité à vrai dire, elle a été décrite assez tôt dans l'épidémie, là, en février 2021 du coup, et on voit que cette mutation, à l'espace de quelques semaines, à l'échelle mondiale, elle est devenue dominante très rapidement. Donc ça montre à quel point c'est dynamique ce processus. Et qu'est-ce qu'il y avait comme différence sur cette mutation? C'est simplement que cette fameuse protéine S ici, pour pouvoir se fixer sur son récepteur, elle doit avoir une conformation où il y a un ou deux bras levés, comme ils appellent ça. Et là, le variant, automatiquement, le simple fait d'avoir une petite mutation ponctuelle dans un acide aminé, ça faisait que la protéine prend cette conformation avec déjà un bras levé, donc elle est beaucoup plus affine pour son récepteur. Et l'Omicron, lui, il a les deux bras levés. C'est pour ça qu'il est encore plus contagieux que les variants précédents, et c'est pour ça aussi qu'il est devenu dominant. Bon, ça c'est juste pour reprendre justement la dynamique des différents variants, pas vous embêter avec ça longtemps, mais simplement pour montrer que maintenant on est toujours avec le BA4, BA5, comme je le disais, jusqu'aux dernières nouvelles, c'est encore celui-là qui est dominant chez nous et qui représente la majorité. Et on voit que le Delta, qui était quand même relativement un peu plus virulent celui-là par contre, il a rapidement été supplanté par l'Omicron. Et ça c'était pour deux raisons. D'une part parce que, comme je viens de le dire, l'Omicron il était plus affin pour son récepteur, donc forcément quand il y a une compétition entre les deux, c'est lui qui gagne. Et d'autre part parce que l'Omicron il a plus ou moins échappé aussi à la vaccination, parce qu'il était quand même fort différent des autres. Et donc, alors que
dans la population, il y avait de plus en plus de personnes vaccinées qui étaient quand même relativement protégées contre le Delta, qui lui était très sensible à l'effet du vaccin. L'Omicron l'est déjà un petit peu moins. Alors, heureusement, il y a encore une bonne nouvelle derrière ça, sinon je dis encore une fois, on serait submergé avec beaucoup plus de cas maintenant, puisque le Omicron, ça a quand même été une vague importante en termes de rapidité, de contagiosité aussi. Ça, c'est un petit travail qui a été publié il y a déjà quelques mois maintenant par une équipe, je pense, de New York, qui a montré qu'ils ont comparé en fait la mortalité et la contagiosité des deux variants. Donc, à la période initiale, ils avaient eu 129 cas. Dès que le Omicron est arrivé, on voit déjà que ça a fait x3 le nombre de nouveaux cas qui apparaissent, alors que c'était déjà des patients qui étaient partiellement vaccinés. Dans la partie initiale, ils retrouvaient comme nous 10% de mortalité. Maintenant, avec l'Omicron, chez des patients vaccinés, avec peut-être quelques outils en plus dans nos mains, on est descendu à 2% de mortalité chez les patients greffés. Donc ça, c'est des données encourageantes, et donc on pense quand même que le variant Omicron, il est certes plus contagieux, mais probablement un petit peu moins virulent et un petit peu moins agressif que le précédent. Alors, qu'est-ce que nous avons à notre disposition comme prévention et traitement? Le vaccin, bon, je vais peut-être vous rappeler que dans les types de vaccins, on en a plusieurs. Plusieurs théoriques. Le vaccin classique qu'on utilise, ce sont des protéines avec des adjuvants. Ça s'est peu ou pas fait pour le Covid-19 parce que produire des grandes quantités de protéines en si peu de temps à l'échelle mondiale, ça c'était beaucoup plus compliqué. Donc on a bénéficié, grâce au Covid, et je dis bien bénéficier, je reste persuadé, d'une technologie qui était quand même déjà développée mais pas encore aboutie, tout à fait. En tout cas, il n'y avait pas eu à grande échelle, c'était le vaccin ARN. C'est quoi ce qu'il y a de malin avec le vaccin ARN? C'est qu'on demande au propre corps de produire cette protéine. Donc on injecte une information du matériel qui produit la protéine S, donc juste cette partie-là, donc on ne saurait jamais avoir un virus qui soit contagieux ou quoi que ce soit. Et cette protéine S, c'est le corps lui-même qui la produit, et donc on peut avoir des quantités plus importantes, plus rapides de protéines qui sont produites. D'autre part, ça permet une modularité importante, parce que si vous voyez, et c'est le cas ce qu'on fait maintenant, que le virus est en train de muter progressivement, il suffit d'avoir génotypé le virus, enfin il suffit entre guillemets, mais d'avoir génotypé le virus, de connaître les modifications et de réinjecter de l'ARN contre le virus, enfin qui correspond au virus qui circule à l'heure actuelle. Donc on a une dynamique beaucoup plus rapide d'adaptation du vaccin au virus circulant. Et c'est ce qui se fait pour le moment. Et si vous allez vous faire vacciner au jour d'aujourd'hui, c'est la première fois depuis que l'épidémie existe que si vous vous faites vacciner au jour d'aujourd'hui, vous êtes vacciné contre le virus qui circule. Parce que sinon, on avait chaque fois une longueur de retard. Mais pour le moment, on vaccine avec un vaccin Pfizer modifié BA4, BA5 qui correspond au BA5 qui circule pour le moment. Donc on est mieux protégé. Bon, bien sûr, il n'y a pas eu que des on a dû essuyer les plâtres avec les vaccins. Et donc, il y a eu d'abord l'histoire d'AstraZeneca. Et vous vous souviendrez que c'est celui-là qu'on a eu en premier, pour beaucoup d'entre nous, été vaccinés avec ce vaccin-là. Et puis, on a vu apparaître tout d'un coup des signaux d'alerte, comme quoi il y avait quand même des problèmes d'effets secondaires graves, et voire mortels avec ce vaccin. C'est-à-dire qu'il y avait des cas de thrombose inexpliquée au niveau cérébral, au niveau digestif. C'est pour ça aussi que l'AstraZeneca, ce vaccin a été abandonné. C'est aussi un vaccin ARN, mais par contre, il était un virus avec un adénovirus qui sert de vecteur, ce qui n'est pas le cas du Pfizer. Donc c'est une technologie différente. On n'a pas encore l'explication tout à fait claire de la raison pour laquelle l'AstraZeneca était responsable de ça, mais une chose est certaine, c'est que c'était lié au vecteur lui-même, puisque ça n'a pas été reproduit avec aucun autre des autres vaccins. Pas pour dire que pour autant que le Pfizer est tout à fait exempt d'effets secondaires. Lui, par contre, ce qui a été décrit comme effets secondaires graves, mais exceptionnels, c'est des myocardites. Mais ça se trouve ici en bas de la diapositive, où j'ai mis le rond rouge. Je ne peux trop toucher à la souris parce que chaque fois elle change de dia. Mais si vous regardez, sur la myocardite ici, il y a le vaccin en bleu, le surrisque lié au vaccin, mais il y a le surrisque qui est lié également au Covid lui-même. Et ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que les effets secondaires graves, ils sont généralement présents également pour l'infection native et ils sont plus importants. Donc c'est vrai que vous avez un surrisque de faire une myocardite parfois sévère parce qu'on vous vaccine pour le Pfizer, surtout si vous avez un jeune en dessous de 30 ans, c'est surtout là-bas. Il y a eu en pratique une dizaine de cas décrits, c'est pas énorme, mais enfin bon, c'est un surrisque réel. Mais si vous attrapez le Covid sans être vacciné, votre risque est encore bien plus important. Et ça justifie à mes yeux le fait que ces vaccins restent nécessaires et utiles.
Malheureusement, nos patients immunodéprimés répondent mal au vaccin. Il y a qu'environ 30 à 40% des patients, une fois qu'ils sont sous immunosuppresseurs, qui vont répondre après 3 doses. Donc, on est parti avec la quatrième, cinquième dose. Si vous faites une quatrième dose à quelqu'un qui a mal ou pas répondu et qui est immunodéprimé à la vaccination, ben vous obtenez grosso modo 42% de répondeurs en plus. Mais c'est surtout les gens qui avaient déjà un tout petit peu d'anticorps qui vont répondre. Et si après 3 doses, il y avait 0 anticorps, ben il n'y a que 8% des patients qui vont en développer. Donc finalement, on a arrêté de se battre avec nos patients pour leur dire on va vous faire une quatrième, cinquième dose. S'ils ne sont pas répondeurs, ils ne sont pas répondeurs. On ne leur demandera pas d'en faire plus que 4, mais on essaye quand même qu'ils arrivent à 4 doses. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un autre outil qui est à notre disposition pour le moment, c'est des anticorps monoclonaux qui ciblent le virus. Et ces anticorps monoclonaux, il y en a eu plusieurs qui ont été développés dans la partie gauche de la diapositive. Là, il y en a une vingtaine qui ont été développés. Il y en a 3 qui sont arrivés sur, je ne dirais pas le marché, parce que ce n'est pas vraiment un marché en Belgique, puisque c'est des commandes centrales qui ont été faites directement par l'État. Mais il y en a déjà 2 qui sont obsolètes, parce que le sotrovimab et le Régénéron, qui est le premier qu'on a eu, les virus sont tellement mutés que ces anticorps ne servent plus à rien. Celui qui nous reste pour le moment, c'est l'Evusheld. Mais il est en train aussi de perdre de son efficacité parce qu'encore une fois, le virus est en train de muter et que probablement l'Evusheld ne servira plus à grand-chose pour le variant suivant. Enfin, probablement, on craint que ce ne soit plus trop efficace. Mais au jour d'aujourd'hui, ça le reste. Et donc, pour un patient qui n'a pas répondu à 4 vaccinations, on a le droit donc de leur administrer cet anticorps monoclonal en intramusculaire une fois tous les 6 mois. Et on considère qu'il confère une protection contre les formes graves. Ça ne protège pas plus que le vaccin contre l'infection tout court, mais ça protège contre les formes graves de façon efficace. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des donneurs d'organes Covid positifs? Alors, historiquement, il y a encore quelques mois de ça, Eurotransplant demandait à ce qu'on ne réfère pas un organe lorsque le donneur était Covid positif. Alors, ça a un peu évolué, parce que d'abord, il y a eu des cas où on l'a fait sans le savoir, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Et puis, en réfléchissant un petit peu, bon, on a maintenant une population qui est vaccinée, moins à risque, on a, comme je viens de le dire, je n'ai pas tout dit, il y a encore quelques antiviraux dont on dispose, dont je n'ai pas parlé, enfin, on a des armes à notre disposition pour pouvoir lutter contre le coronavirus, à condition que ce soit instauré précocement. Donc tout ça, l'un dans l'autre, fait que les équipes se sont mises à transplanter des patients Covid de donneurs positifs. On n'a malheureusement pas une belle littérature sur le sujet. Je pense que les gens sont un petit peu épuisés à la longue d'entendre parler de Covid, parce que je suis étonné, même en fouillant, du peu de données qu'on a. C'est des données qui sont généralement données épidémiologiques, qui souvent, comme souvent viennent des États-Unis. Et là, ils ont finalement réussi sur 17 000 et quelques donneurs, identifier 150 procédures qui sont faites à partir de donneurs SARS-CoV-2 positifs. Il y a eu 0 transmission du Covid dans ces cas de figure-là au receveur, sauf en cas de greffe pulmonaire. Alors, donc pour le moment, au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai trouvé, certains de mes collègues qui ont cherché plus que moi sans doute n'ont pas trouvé non plus de description d'un cas de transmission qu'on appellerait hématogène du Covid-19 par un organe solide, à l'exception des poumons. Ce qui est embêtant pour les poumons, et c'est important à retenir aussi pour votre activité, quand vous avez un donneur dans vos murs qui correspondrait à ce critère-là, c'est qu'on a eu des cas, par contre, de transmission de Covid par des greffes pulmonaires chez des patients qui étaient réputés négatifs sur base d'un test nasopharyngé. Autant dit que si on veut greffer des poumons d'un donneur aujourd'hui, normalement, on devrait faire systématiquement un lavage broncho-alvéolaire pour s'assurer qu'il n'y en a pas dans le fond des poumons, parce que sans quoi, on risque de le transmettre. Le risque est faible, mais il n'est pas négligeable. Donc, théoriquement, ça rajoute encore à la complexité. Et ça, je ne sais pas, vous me direz si on le fait ou pas, mais théoriquement, les recommandations, c'est ça. Alors, ce qu'on fait pour le moment en Belgique à Eurotransplant et en Belgique en particulier, c'est qu'on a quand même des critères pour se dire qu'un donneur Covid positif peut être admis ou pas. Ça repose d'abord sur ce genre d'études-ci, où on l'a tous entendu dire, hein, on dit souvent que quand on fait une PCR, si elle reste positive, on lève les mesures d'isolement au bout d'un certain temps ou quoi, parce qu'on considère que le patient, il n'est plus contagieux. On veut dire, il a encore une PCR positive, mais il n'est plus contagieux. Et ça repose sur ce genre d'études-ci, où on voit qu'au-dessus de 30 cycles, quand on passe son temps à essayer de mettre en culture les virus qui ont été détectés dans ça, ils ne poussent pas quand on est au-delà de 30 cycles.
Tout comme pour un donneur qui est à plus dans la population générale. Ce n'est vraiment pas la même chose chez les immunodéprimés, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Si on parle d'un donneur potentiel, si ça fait plus de 14 jours qu'il a contracté le coronavirus, on n'arrive plus non plus, même si la PCR reste positive au niveau nasopharyngé, à avoir une culture positive. Donc on se dit qu'avec ce délai de 14 jours et plus de 30 cycles à la PCR, on est dans une zone de sécurité et qu'on peut se permettre de prélever les organes et de les transplanter. Et c'est ce que l'Organ Procurement Committee de la BTS a émis comme recommandation. Et c'est ce qu'on fait. Hein. Donc si on sait que le donneur est guéri, hein, ou bien même s'il a encore une PCR légèrement positive, on y va. Si maintenant on est dans une zone un peu d'ombre, on est en dessous de 30 cycles, mais qu'on sait quand même qu'il y a un certain délai, et ou qu'on a une sérologie, et c'est là que je reviens à mes anti-S, anti-N positives, surtout l'anti-N. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, l'anti-N, ça signe que la personne est quand même infectée depuis quelques jours et qu'elle a déjà réussi à développer des anticorps qui prouvent qu'il y a une réaction immunitaire. On se dit que là, le risque est moindre et qu'on est déjà chez quelqu'un qui a déjà eu son infection il y a un certain temps et que le risque de transmission est moindre. Donc dans ces cas de figure-là, au jour d'aujourd'hui, on va transplanter des organes Covid positifs. On a transplanté des organes Covid positifs et on n'a pas, tant qu'à présent, eu de problème suite à ça. Petit bémol quand même, parce que j'aime bien garder l'esprit critique, c'est que pour le moment, toutes les équipes qui se sont amusées à faire ça de façon prospective, en disant nous, on va le faire de façon précoce et on va vérifier si ce n'est pas dangereux. Ils ont tous fait des biopsies sur les organes pour vérifier qu'il n'y avait pas de Covid dedans. Ils ont été très prudents. Mais pour vérifier si la personne avait quand même attrapé le Covid avec l'organe, ce qu'ils ont fait, c'est des frottis dans le nez. Moi, je peux vous garantir une chose, c'est que le jour où on transmettra, et ça arrivera sans doute un jour, un Covid avec un organe solide, ce n'est pas dans le nez du patient quelques semaines plus tard qu'on va le trouver, ce sera dans son sang et dans son organe qui a été transplanté. C'est là que le Covid va se développer et la symptomatologie sera toute différente. Et il faudra bien qu'on y réfléchisse quand on aura un truc bizarre, des thromboses inexpliquées ou des choses comme ça. Pour mon avis, c'est là qu'on finira par en trouver un jour, parce que je ne crois pas qu'il y aura... On va avoir de plus en plus confiance dans l'histoire et peut-être qu'un jour on ira trop loin. Mais pour le moment, en tout cas, on a encore des guidelines, c'est ça qu'on va, et des garde-fous, et c'est ça qu'on va s'atteler à faire. Et donc, il ne faut pas, en tout cas, considérer qu'un Covid positif chez un donneur est une contre-indication absolue au don. Il faut juste aller un peu plus loin. Je vous remercie de votre attention. Et